En ce moment même, alors que vous entendez ces mots, le temps s'écoule pour vous à un rythme parfait. Mais dans un autre coin de l'univers, pour un voyageur hypothétique filant à une vitesse proche de celle de la lumière, votre vie entière pourrait n'être qu'un battement de cils. Ce n'est pas seulement une limite de vitesse, c'est une frontière infranchissable entre deux états différents de l'existence. Tout comme cette température critique où l'eau se transforme en vapeur, la vitesse de la lumière est une transition de phase. Un point où les êtres dotés de masse se transforment en pure énergie, où la physique connue s'évapore. Einstein nous a montré qu'en approchant cette limite, le temps ralentit, la masse augmente et l'espace se contracte. Mais ce qu'il nous a vraiment dit, c'est que la réalité n'est pas ce que vous croyez. Aujourd'hui, nous allons percer le secret de pourquoi le temps est une expérience personnelle et pourquoi un voyage à la vitesse de la lumière n'est pas seulement une accélération, mais une rupture avec l'existence même, un exil hors du temps. Il ne s'agit pas seulement de chiffres et d'équations, il s'agit de poser la question la plus fondamentale sur la nature de notre propre existence. Si vous faites partie de ceux qui croient que les lois de l'univers ne sont pas que des équations, mais aussi des vérités poétiques qui façonnent le sens le plus profond de notre existence, alors rejoignez-nous dans ce voyage cosmique. Et vous, si vous aviez le pouvoir de ralentir le temps, quel moment de votre vie choisiriez-vous d'étirer pour l'éternité? Première partie, les concepts fondamentaux de la vitesse de la lumière et le monde avant Einstein. Le monde d'avant Einstein, où le temps avait encore un sens. Revenons en 1904, juste avant que tout ne change. À cette époque, le monde était plus simple à comprendre. Le temps était universel. Votre temps, mon temps, le temps d'une étoile, tout s'écoulait à la même vitesse. Une seconde sur Terre signifiait une seconde sur Mars. Une seconde à Berlin signifiait une seconde dans la galaxie d'Andromède, à 2,5 millions d'années-lumière de distance. C'était parfaitement logique. Cela semblait juste. Cela correspondait aux expériences quotidiennes. Il n'y avait qu'un seul problème. C'était complètement faux. Pensez-y. Pendant des milliers d'années, les humains ont observé le lever et le coucher du soleil. Nous avons mesuré le temps avec des cadrans solaires, des horloges à eau, des horloges mécaniques. Chaque civilisation est arrivée à la même conclusion. Le temps s'écoule de la même manière pour tout le monde, partout. Même Newton l'avait expliqué en 1687 dans son ouvrage Principia Mathematica. Il l'a appelé le temps absolu, le temps universel. Un temps qui existait indépendamment de l'espace, de la matière ou du mouvement. Les scientifiques ont bâti toute leur compréhension de la physique sur cette base. C'était la pierre angulaire de la mécanique classique. Les trains, les ponts, les machines à vapeur, toute la révolution industrielle. Tout était calculé avec le temps absolu de Newton. Mais des fissures ont commencé à apparaître. La chasse à l'éther invisible. À la fin du 19e siècle, les scientifiques étaient obsédés par la lumière. Ils savaient que la lumière était une onde, mais les ondes ont besoin de quelque chose pour se propager. Les vagues d'eau ont besoin d'eau. Les ondes sonores ont besoin d'air. Alors, dans quoi les ondes lumineuses se propageaient-elles? Ils l'ont appelé l'éther luminifère, une substance invisible qui remplissait tout l'espace. La Terre, en tournant autour du Soleil, devait forcément se déplacer à travers cet éther. Les scientifiques ont conçu des expériences pour le prouver. En 1887, Albert Michelson et Edward Morley ont mené l'expérience ratée la plus célèbre de l'histoire de la physique. Ils ont tenté de mesurer le mouvement de la Terre à travers l'éther en comparant la vitesse de la lumière dans différentes directions. Le résultat? Rien, absolument rien. La lumière se déplaçait à la même vitesse dans toutes les directions, peu importe comment la Terre bougeait, peu importe la période de l'année. La vitesse de la lumière restait constante. Cela a détruit tout ce que nous pensions savoir. Le monde scientifique était face à une énigme. S'il n'y avait pas d'éther, comment la lumière pouvait-elle se propager? Et pourquoi sa vitesse restait-elle toujours la même? La question se pose ici. À l'époque, auriez-vous cru à l'éther, à une substance invisible que personne ne pouvait prouver? Ou auriez-vous eu le courage de remettre en question tout ce que les plus grands esprits de l'humanité tenaient pour acquis? La révolution d'Einstein, l'article qui a brisé la réalité, 1905.
Un employé de bureau des brevets de 26 ans à Berne, en Suisse, publie un article. Son titre semblait ennuyeux. Sur l'électrodynamique des corps en mouvement. Au début, personne n'y a prêté attention. La revue dans laquelle il a été publié n'était même pas très prestigieuse. Ce n'était pas un professeur d'une université célèbre. C'était un homme qui passait ses journées à examiner des demandes de brevets pour des appareils électromagnétiques. Mais cet article a eu l'effet d'une bombe dans la physique. L'idée d'Einstein était radicale mais aussi simple. Et si la vitesse de la lumière n'était pas seulement constante? Et si c'était la constante elle-même? Et si c'était la seule chose immuable dans tout l'univers? Voici ce qu'il a proposé. La lumière se déplace toujours à 300 000 km par seconde. Toujours, pas par rapport à quoi que ce soit. Juste, toujours. Quand vous êtes immobile, la lumière passe à côté de vous à 300 000 km par seconde. Même si vous volez vers elle à 100 000 km, la lumière s'approche toujours de vous à 300 000 km, pas 400 000. C'est impossible, pensez-vous maintenant. C'est contre-intuitif. Cela brise nos intuitions sur le fonctionnement du mouvement. Et pourtant, c'est vrai. Pensez-y comme ceci. Si vous êtes assis dans un train qui va à 100 km par heure et que vous lancez une balle vers l'avant à 30 km par heure, quelqu'un au sol verra la balle voler à 130 km par heure. Les vitesses s'additionnent. C'est ainsi que tout fonctionne dans notre expérience, sauf la lumière. Vous êtes dans un vaisseau spatial volant à 100 000 km par seconde. Vous allumez une lampe de poche. La physique classique dirait que quelqu'un depuis la Terre devrait voir cette lumière à une vitesse de 1000 km par seconde. Mais ils ne le font pas. Ils la voient à exactement 300 000 km par seconde. La même vitesse que vous voyez dans votre vaisseau. Ce n'est plus une théorie. Nous l'avons mesurée des milliers de fois. La vitesse de la lumière est toujours la même, indépendamment du mouvement de la source ou de l'observateur. C'est pourquoi Einstein a posé la question évidente. Si la vitesse de la lumière ne change jamais, alors qu'est-ce qui change? La réponse, tout le reste. L'espace, le temps, la masse, la réalité elle-même. Le temps devient relatif, l'univers devient étrange. Si la vitesse de la lumière est constante, le temps ne peut pas l'être. Laissez-moi vous montrer pourquoi, avec l'expérience de pensée la plus simple de la théorie de la relativité. Imaginez-vous dans un vaisseau spatial se déplaçant à la moitié de la vitesse de la lumière, 140 000 km par seconde. À l'intérieur du vaisseau, vous pointez un laser vers le plafond. Le faisceau lumineux monte tout droit, frappe le plafond et redescend tout droit. De votre perspective dans le vaisseau, c'est ennuyeux. La lumière monte, la lumière descend. Disons que cela prend une nanoseconde. Mais imaginez maintenant que quelqu'un observe votre vaisseau de l'extérieur. Que voit-il? Il voit votre vaisseau passer à 140 000 km par seconde. Il vous voit tirer votre laser. Mais de leur perspective, la lumière ne monte pas tout droit et ne redescend pas. Elle suit un chemin en diagonale. Au moment où la lumière atteint le plafond, votre vaisseau a avancé. Au moment où elle redescend, le vaisseau a avancé encore plus. La lumière a donc parcouru un chemin plus long, un chemin beaucoup plus long du point de vue de l'observateur extérieur. Mais voici le hic, la vitesse de la lumière est constante. Si la lumière a parcouru une plus grande distance mais à la même vitesse, alors cela a dû prendre plus de temps. Plus de temps pour eux, moins de temps pour vous. Le même événement, différentes quantités de temps. Le temps est relatif. Ce n'est pas de la philosophie, c'est des mathématiques, c'est de la physique, c'est la réalité. Einstein nous a donné une équation merveilleusement simple. Lorsque vous vous déplacez lentement par rapport à la vitesse de la lumière, le temps s'écoule presque normalement. Mais à mesure que vous vous approchez de la vitesse de la lumière, le temps se dilate, s'étire, ralentit de plus en plus. À la moitié de la vitesse de la lumière, le temps s'écoule pour vous environ 13% plus lentement. À 90% de la vitesse de la lumière, le temps s'écoule à moins de la moitié de sa vitesse normale. Presque à la vitesse de la lumière, vous ne vivez le temps qu'à quelques pourcents de sa vitesse normale. Plus vous vous déplacez vite, plus le temps s'écoule lentement pour vous par rapport au monde extérieur. Mais est-ce vraiment vrai ou juste une théorie folle? La preuve? Votre téléphone sait qu'Einstein avait raison. Le système de positionnement global.
Votre smartphone détermine sa position en communiquant avec des satellites en orbite à 20 000 km au-dessus de la Terre. Ces satellites envoient constamment des signaux et votre téléphone calcule votre position en fonction du temps que mettent ces signaux à arriver. Mais voici la partie intéressante. Ces satellites se déplacent vite. Ils tournent autour de la Terre à environ 14 000 km par heure. Selon la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, le temps pour les satellites devrait s'écouler plus lentement que pour nous au sol. Les satellites se déplacent plus vite, donc leurs horloges devraient fonctionner un peu plus lentement. Et c'est le cas. Chaque jour, les horloges atomiques des satellites prennent environ 7 microsecondes de retard sur les horloges au sol. 7 millionièmes de seconde. Ce n'est rien, direz-vous, mais une erreur de temps de 7 microsecondes provoquerait une erreur de position d'environ 2,5 km. Chaque jour, si les systèmes ne tenaient pas compte de la dilatation du temps relativiste, votre navigation serait fausse de plusieurs kilomètres en quelques heures. Au bout d'une semaine, votre téléphone penserait que vous êtes dans une ville complètement différente, mais ce n'est pas le cas car le système corrige la relativité. Les ingénieurs programmant les satellites pour que leurs horloges fonctionnent un peu plus vite afin de compenser la dilatation du temps. Ils programment littéralement les équations d'Einstein dans le système. Nous l'avons également prouvé dans les accélérateurs de particules, des particules instables qui se désintègrent normalement en environ 2 microsecondes durent 10 fois plus longtemps lorsque nous les accélérons à une vitesse proche de celle de la lumière. Leurs horloges internes ralentissent, car elles se déplacent très vite. Nous avons mis des horloges atomiques dans des avions. Nous les avons envoyées faire le tour du monde et les avons comparées à des horloges fixes. Les horloges voyageuses ont fonctionné plus lentement, exactement de la quantité prédite par Einstein. La dilatation du temps n'est pas une spéculation. Ce n'est pas une bizarrerie mathématique. C'est une caractéristique fondamentale de la réalité que nous mesurons, prenons en compte et sur laquelle nous comptons chaque jour. Imaginez ce qu'a dû ressentir la première personne à faire cette découverte, à anéantir des milliers d'années de certitude, à prouver que le temps n'est pas ce que nous pensions. Auriez-vous eu le courage de vous opposer à toute la communauté scientifique? Le voyage commence. Premier pas vers la vitesse de la lumière. Nous savons maintenant que le temps est relatif. Il ralentit lorsque vous vous déplacez vite. Einstein avait raison. Mais jusqu'à quel point le temps peut-il ralentir? Que se passe-t-il lorsque vous vous approchez de plus en plus de la vitesse de la lumière? C'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant. Nous allons entreprendre un voyage à travers la vitesse. En commençant lentement, en accélérant progressivement, nous nous approcherons de cette limite de vitesse cosmique ultime. À 10% de la vitesse de la lumière, le temps ne change guère. À 50%, les choses deviennent perceptibles. À 90%, la réalité commence à s'effondrer. Et presque à la vitesse de la lumière, l'univers devient méconnaissable. Nous verrons les étoiles changer de couleur. Nous verrons l'espace lui-même se contracter en un seul point. Nous ferons l'expérience de voir notre masse approcher l'infini et nos besoins en énergie dépasser la puissance de galaxies entières. Et pendant tout ce temps, nous nous demanderons constamment « Que se passe-t-il à 100% ? Que se passe-t-il lorsque vous atteignez la vitesse de la lumière elle-même? Le temps peut-il vraiment s'arrêter? Ou cette question a-t-elle elle-même un sens? Certains d'entre vous pensent maintenant que le temps ne peut pas s'arrêter. C'est impossible. D'autres se demandent ce que l'on ressentirait si le temps s'arrêtait. Je vous le dis, la réponse est plus étrange que ces deux prédictions, car à la vitesse de la lumière, l'univers ne change pas seulement. Le tissu de la physique s'effondre. Les équations qui régissent tout cessent de fonctionner. Vous entrez dans un royaume où nos concepts normaux d'espace, de temps et d'existence deviennent absurdes. Mais nous avançons. Nous devons d'abord comprendre ce qui se passe sur le chemin qui y mène. Nous devons voir comment le temps ralentit progressivement, comment l'espace se courbe, comment la masse augmente, comment la lumière elle-même se décale et se déforme. Nous devons gravir l'échelle de la vitesse, échelon par échelon, et observer comment la réalité se transforme autour de nous. Êtes-vous prêts? Accélérons, car dans les prochaines parties, nous verrons ce qui se passe vraiment lorsque vous commencez à approcher la vitesse maximale cosmique. Nous découvrirons pourquoi chaque point de pourcentage supplémentaire nécessite plus d'énergie que tous les points précédents réunis. Nous comprendrons pourquoi la vitesse de la lumière
n'est pas seulement une vitesse, mais une frontière entre deux types d'existence. Le voyage commence maintenant, et à la fin, vous comprendrez pourquoi la question de savoir si le temps s'arrête à la vitesse de la lumière est à la fois la mauvaise et la bonne question. Bienvenue dans l'univers d'Einstein, un univers plus étrange et plus beau que nos ancêtres n'auraient pu l'imaginer. Deuxième partie, la dilatation du temps à faible vitesse. La transition commence, 10% de la vitesse de la lumière, là où le voyage débute. Imaginez, vous avez réussi. Grâce à une avancée incroyable dans la technologie de propulsion, vous avez construit un vaisseau spatial capable d'atteindre 10% de la vitesse de la lumière. C'est 30 000 km par seconde. Pour mettre cela en perspective, l'objet le plus rapide jamais construit par l'homme, Voyager 1, se déplace à environ 60 000 km par heure. Il vole depuis 1977 et se trouve maintenant à plus de 22 milliards de kilomètres de la Terre. L'objet humain le plus lointain de l'existence. Votre vaisseau se déplace 2000 fois plus vite que Voyager. À cette vitesse, vous pourriez voyager de la Terre à la Lune en moins de 13 secondes. La distance que les missions Apollo mettaient 3 jours à parcourir, vous la franchissez en moins de temps qu'il n'en faut pour lire cette phrase. Vous pourriez atteindre Mars à son point le plus proche en environ 4 minutes, Jupiter en 35 minutes, et le bord de notre système solaire en environ 7 heures. C'est déjà insensé selon les normes humaines. Cela révolutionnerait l'exploration spatiale. Nous pourrions envoyer des sondes vers les étoiles les plus proches en quelques décennies au lieu de milliers d'années. Mais voici la partie choquante. À cette vitesse, la dilatation du temps est presque imperceptible. Le facteur de dilatation du temps est d'environ 0,5%. Cela signifie que lorsqu'une année complète, soit 365 jours, s'est écoulée sur Terre, vous avez vécu environ 363 jours. Vous avez économisé moins de 2 jours par an. À ce rythme, vous pourriez explorer la galaxie pendant 10 ans. Et à votre retour sur Terre, vous seriez seulement environ 18 jours plus jeune que tout le monde. Vos amis le remarqueraient à peine. Votre famille ne croirait peu, être même pas que la relativité est réelle. C'est pourquoi la relativité est si trompeuse. À des vitesses normales, même à des vitesses qui semblent incroyablement rapides selon les normes humaines, les effets sont minimes. La dilatation du temps existe, mais elle est subtile, marginale, facile à ignorer. Mais la vitesse est comme les intérêts composés. À mesure que vous vous approchez de cette limite de vitesse cosmique, les effets augmentent de manière exponentielle. Et nous allons maintenant voir comment cette exponentiation commence. 50% de la vitesse de la lumière, le moment où la réalité commence à trembler. Maintenant, vous poussez plus fort. Les moteurs à diffusion de votre vaisseau s'animent. Les cloisons vibrent d'une énergie à peine contenue et vous accélérez à 50% de la vitesse de la lumière, soit 150 000 km par seconde. À cette vitesse, vous pourriez voyager de la Terre à la Lune en environ 2 secondes et demie. Du Soleil à la Terre, 150 millions de kilomètres en un peu plus de 6 minutes. Le système stellaire le plus proche, Alpha du Centaure, se trouve à environ 4 années-lumière. À la moitié de la vitesse de la lumière, vous y arriveriez en environ 9 années terrestres. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. À 50% de la vitesse de la lumière, la dilatation du temps est d'environ 13%. Cela signifie que lorsqu'une année s'est écoulée sur Terre, vous n'avez vieilli que d'environ 316 jours. Vous avez gagné 49 jours par an. Pensez à ce que cela signifie. Après ce voyage de 9 ans vers Alpha du Centaure, la Terre a vieilli de près de 9 ans. Mais vous n'avez vieilli que d'environ 7 ans et demi, plus d'1 an de différence. Maintenant, nous parlons. Votre corps vieillit plus lentement. Votre cœur bat le même nombre de fois, mais pour chaque battement, plus de temps s'est écoulé dans l'univers extérieur. Si vous aviez laissé un jumeau sur Terre à votre retour, il serait visiblement plus âgé. Mais la dilatation du temps n'est pas la seule chose étrange qui se produit maintenant, l'effet Doppler, quand la lumière change de couleur. Vous regardez par votre hublot, et il y a quelque chose de bizarre avec les étoiles. Droit devant vous, les étoiles virent au bleu, pas un bleu léger, un bleu intense contre nature. Les étoiles, qui devraient être blanches ou jaunes, émettent maintenant une lumière bleue profonde et violette. Certaines se décalent même vers des longueurs d'onde que vos yeux ne peuvent pas voir.
le rayonnement ultraviolet, invisible pour la vision humaine, mais mesurable avec vos instruments. Derrière vous, c'est l'inverse qui se produit. Les étoiles virent au rouge, un rouge de braise, un rouge sombre. Certaines s'estompent dans l'infrarouge et disparaissent complètement du spectre visible. À votre gauche et à votre droite, les étoiles semblent plus normales, mais même elles semblent légèrement déformées. Bienvenue à l'effet Doppler. Vous connaissez déjà ce phénomène avec le son. Lorsqu'une ambulance fonce vers vous, sa sirène semble plus aiguë. Lorsqu'elle vous dépasse et s'éloigne, la hauteur du son baisse. Les ondes sonores sont comprimées lorsque la source s'approche et étirées lorsqu'elle s'éloigne. La lumière fait la même chose. En vous précipitant vers une étoile à 150 000 km par seconde, vous heurtez ces ondes lumineuses à une vitesse incroyable. Les ondes sont comprimées, leur longueur d'onde raccourcissent, leur fréquence augmente. Une courte longueur d'onde signifie une lumière bleue. Encore plus courte signifie ultraviolet. Encore plus courte signifie rayon X. Les étoiles derrière vous, vous fuyez leur lumière. Les ondes s'étirent, la longueur d'onde augmente, la fréquence diminue. Une longue longueur d'onde signifie une lumière rouge. Plus longue signifie infrarouge. Encore plus longue signifie onde radio. C'est votre premier indice que vous êtes entré dans le domaine de la lumière. À basse vitesse, la lumière semble constante et immuable, mais vous vous déplacez maintenant si vite que la lumière elle-même se comporte différemment. Vous voyez l'univers à travers une lentille relativiste et le paysage commence à se déformer. Voici une question fascinante. Si vous changez la couleur des étoiles, changez-vous la réalité elle-même? Ou voyez-vous simplement une perspective différente de la même réalité? La réponse pourrait vous surprendre, car dans l'univers d'Einstein, les deux affirmations sont vraies. 90% de la vitesse de la lumière, là où la physique devient violente, vous continuez d'accélérer. Les forces G sont écrasantes, mais d'une manière ou d'une autre, les amortisseurs inertiels de votre vaisseau fonctionnent. Et c'est une expérience de pensée. Nous pouvons nous permettre un peu de magie technique? 90% de la vitesse de la lumière, soit environ 270 000 km par seconde. Maintenant, les choses deviennent sérieuses. À cette vitesse, vous traverseriez notre système solaire entier, du Soleil à Neptune, en 6 heures. La distance que la lumière met 5 heures à parcourir, vous la parcourez en seulement 1 heure de plus. Vous atteindriez l'étoile la plus proche en environ 5 ans selon l'heure terrestre, mais pour vous, le voyage ressemblerait à environ 2 ans. La dilatation du temps a grimpé à environ 56%. Lorsqu'une année complète s'est écoulée sur Terre, vous ne vivez que 159 jours. Vous vieillissez à moins de la moitié du rythme de tout le monde sur Terre. Ce n'est plus marginal, c'est dramatique. Si vous aviez quitté la Terre à 30 ans et voyagé pendant 20 années terrestres, vous reviendriez à 39 ans. Vos amis d'enfance auraient 50 ans. Votre famille ne vous reconnaîtrait peu, être même pas. Vous seriez un voyageur temporel, se déplaçant vers l'avenir de tout le monde. Mais ce n'est même pas la partie la plus étrange. Votre masse augmente. L'énergie devient masse. La plus célèbre équation d'Einstein revient en force. Énergie égale masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. La plupart des gens pensent que cela signifie que vous pouvez convertir la masse en énergie, ce qui est vrai. C'est ainsi que fonctionnent les bombes atomiques et le Soleil. Mais l'inverse fonctionne aussi. L'énergie peut devenir masse, et en ce moment, vous avez beaucoup d'énergie cinétique. À 90% de la vitesse de la lumière, l'énergie nécessaire pour vous accélérer est énorme. Et où va cette énergie? Elle devient une partie de votre masse. Votre vaisseau spatial, qui pesait peu, être 100 tonnes au repos, a maintenant une masse relativiste d'environ 230 tonnes. Vous n'avez pas ajouté de matière, vous n'avez pas gagné d'atomes, mais vous avez gagné de la masse, dont environ 130 tonnes proviennent entièrement du mouvement. C'est la raison pour laquelle rien de massif ne peut atteindre la vitesse de la lumière. À mesure que vous accélérez, votre masse augmente. À mesure que votre masse augmente, vous avez besoin de plus d'énergie pour accélérer davantage. Plus vous accélérez, plus vous devenez massif, et plus il est difficile d'accélérer encore plus. C'est une boucle de rétroaction qui approche de l'infini, mais nous ne parlons pas encore d'infini. À 90%, vous êtes toujours dans le domaine du possible, à peine, et l'espace lui-même commence à se briser. La contraction des longueurs. Quand l'espace est compressé,
Vous regardez vers l'avant sur votre écran. L'espace est écrasé. Les étoiles devant vous semblent plus proches qu'elles ne devraient l'être. Les distances dans votre direction de déplacement ont été raccourcies. Une année-lumière, la distance que la lumière parcourt en un an, est mesurée comme étant plus courte pour vous que pour quelqu'un d'immobile. C'est la contraction des longueurs, du nom du physicien Hendrik Lorentz, qui a découvert les mathématiques avant qu'Einstein n'explique ce que cela signifiait. À 90% de la vitesse de la lumière, les distances devant vous se contractent d'environ 56%. Un voyage que la Terre mesure comme étant de 10 années-lumière, vous ne le mesurez que comme étant d'environ 4 années-lumière. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un effet visuel. L'espace lui-même est compressé dans votre référentiel. Cela crée quelque chose de beau et d'étrange. De votre perspective, vous pouvez voyager vers des étoiles lointaines en moins de temps qu'il n'en faut à la lumière pour y arriver. La Terre mesure votre voyage vers Alpha du Centaure comme durant environ 5 ans, car vous parcourez 4 années-lumière à 90% de la vitesse de la lumière. Mais vous mesurez le voyage comme durant environ 2 ans, car Alpha du Centaure n'est qu'à environ 2 années-lumière pour vous. Différentes quantités de temps, différentes distances, le même voyage, et pendant tout ce temps, la lumière se déplace toujours à exactement 300 000 km par seconde par rapport à vous. Vous vous déplacez à environ 270 000 km par seconde, et pourtant, la lumière des étoiles devant vous s'approche toujours à la pleine vitesse de la lumière. Elle ne s'additionne pas, elle reste à 300 000. La vitesse de la lumière est la seule constante dans un univers où tout le reste, le temps, l'espace, la masse, se courbe et se déforme. Ce qui soulève la question, et si nous poussons encore plus fort, l'augmentation exponentielle, pourquoi chaque pas est plus difficile? Voici quelque chose qui va vous faire tourner la tête. Pour passer de 0 à 10% de la vitesse de la lumière, il faut, disons, X quantité d'énergie. Pour passer de 10% à 50%, il faut environ 10x d'énergie. Pour passer de 50% à 90%, il faut environ 100x d'énergie. Chaque saut nécessite exponentiellement plus d'énergie que le précédent. Pourquoi? Parce que vous combattez votre propre masse croissante. Chaque bribe de vitesse que vous gagnez ajoute de la masse. Et cette masse supplémentaire résiste à une accélération supplémentaire. C'est comme essayer de pousser une boule de neige en haut d'une colline pendant qu'elle grandit, sauf que dans ce cas, la boule de neige grandit simplement parce que vous la poussez. Et ça empire. À 90% de la vitesse de la lumière, une accélération supplémentaire nécessite une énergie incroyable. Pour atteindre 99%, seulement 9% plus vite, vous devriez dépenser autant d'énergie que vous en avez déjà dépensé pour arriver à 90%. Pensez-y, vous avez déjà accéléré à 90% de la vitesse de la lumière. Vous avez injecté une quantité massive d'énergie dans votre vaisseau, et pour gagner seulement 9% de vitesse en plus, vous devez doubler votre dépense énergétique totale. C'est pourquoi la vitesse de la lumière est une barrière. Ce n'est pas seulement difficile, c'est progressivement impossible. Mais disons que vous avez des réacteurs à fusion, des moteurs à antimatière. Peut être que vous puisez de l'énergie d'une étoile. Vous avez de la puissance, beaucoup de puissance. Vous poussez plus fort, les moteurs hurlent. Votre vaisseau tremble d'une puissance à peine contenue et vous dépassez les 99%. 99% de la vitesse de la lumière. L'univers se transforme en tunnel. Vous l'avez fait. 99% de la vitesse de la lumière, soit environ 295 000 km par seconde. À cette vitesse, vous pourriez faire 7 fois le tour de l'équateur de la Terre en une seconde. La Lune est à moins d'une seconde. Mars, à son point le plus proche, est à 20 secondes. Jupiter à 3 minutes. Le bord du système solaire à 4 heures. La dilatation du temps est maintenant d'environ 86%. La Terre vit une année complète. Vous vivez environ 52 jours. 7 fois plus lentement. Si vous voyagiez à cette vitesse pendant 10 ans, vous n'auriez vieilli que d'environ 1 an et demi, tandis que la Terre aurait vieilli de 10 ans. Votre frère jumeau sur Terre ressemblerait à votre grand-père à votre retour. Votre masse a augmenté de 7 fois. Votre vaisseau de 100 tonnes a maintenant une masse relativiste d'environ 700 tonnes. Mais oubliez cela un instant. Regardez dehors.
L'univers s'est transformé en un tunnel. Chaque étoile de l'hémisphère avant, des milliards d'étoiles réparties sur la moitié du ciel, a été compressée dans un cercle étroit juste devant vous. C'est comme si vous regardiez à travers un télescope, mais vous ne le faites pas. Toutes les étoiles devant et sur les côtés de vous ont été déformées par lentille gravitationnelle et décalées par effet Doppler en un cône d'environ 30 degrés de large. Derrière vous, c'est la même chose. Chaque étoile de l'hémisphère arrière a été compressée dans un autre cercle étroit. À votre gauche et à votre droite, c'est presque complètement sombre. Les étoiles qui devraient être à vos côtés ont été déviées vers l'avant ou vers l'arrière. Une noirceur vide occupe la majeure partie de votre champ de vision. C'est l'aberration relativiste, une conséquence du fait de se déplacer si vite que même les trajectoires des rayons lumineux entrants sont déformées. Et les couleurs, oubliez ce que je viens de dire sur les décalages vers le bleu et le rouge, ce n'était rien. Les étoiles devant vous brillent maintenant principalement dans les longueurs d'onde de l'ultraviolet et des rayons X. Les étoiles blanches semblent violettes, les étoiles rouges semblent bleues, mais une grande partie du spectre a été décalée au-delà de ce que vos yeux peuvent percevoir. Vos instruments deviennent fous avec le rayonnement UV et X. Les étoiles derrière vous ont été décalées vers l'infrarouge profond et les longueurs d'onde radio. Vous ne pouvez plus les voir avec vos yeux. Elles ont complètement disparu du spectre visible. Vous volez à travers un univers qui n'a plus rien à voir avec celui que vous avez quitté. Et voici le hic. Vous vous sentez parfaitement normal. Votre cœur bat au même rythme. Vos pensées se déplacent à la même vitesse. Quand vous regardez une horloge sur le mur, les secondes s'écoulent normalement. Vous ne vivez rien d'inhabituel. C'est seulement l'univers extérieur qui a changé. Du point de vue de la Terre, vous êtes ralenti à un 1/7 de votre vitesse, comme une vidéo au ralenti. Mais de votre perspective, tout va bien. C'est ce qui rend la relativité si déroutante. Il n'y a pas de référentiel absolu, pas de vue d'ensemble de Dieu. Chacun vit le temps normalement dans son propre référentiel. L'étrangeté n'apparaît que lorsque vous comparez différents référentiels. Mais vous n'avez pas encore fini d'accélérer, car nous devons répondre à la question. Que se passe-t-il lorsque vous poussez les limites, lorsque vous vous approchez si près de la vitesse de la lumière que la différence devient insignifiante? Dans la prochaine partie, nous explorerons le dernier pourcent. Le dernier pourcent qui contient plus d'étrangeté que tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Êtes-vous prêt à faire le saut? Troisième partie, vitesse extrême et transformation physique. Presque la vitesse de la lumière, là où l'univers s'effondre. Vous avez dépassé les 99%. Vos moteurs fonctionnent à pleine capacité, consommant plus de carburant en 1 seconde qu'une petite étoile n'en produit en 1 an. Vous êtes maintenant incroyablement proche de la vitesse de la lumière. Vous n'êtes qu'à 200 km par seconde de la vitesse de la lumière. Cela semble être rien, n'est-ce pas? Juste 200 km par seconde. Mais atteindre ces 200 km par seconde est plus difficile que tout le voyage que vous avez déjà accompli. À cette vitesse, la dilatation du temps est extrême. Lorsqu'une année complète, 365 jours, s'écoule sur Terre, vous ne vivez qu'environ 16 jours, 22 fois plus lentement. Pensez à ce que cela signifie. Vous pourriez quitter la Terre en janvier, voyager dans l'espace pendant ce qui vous semblerait être 2 semaines, et revenir pour voir tout le monde célébrer Noël. Votre famille a vieilli d'1 an, vous avez vieilli de 2 semaines. Votre masse, elle a augmenté de 22 fois. Ce vaisseau de 100 tonnes pèse maintenant 2200 tonnes en masse relativiste, 22 fois plus difficile à accélérer, 22 fois plus d'énergie nécessaire pour chaque augmentation de vitesse supplémentaire. Mais la masse est votre moindre souci en ce moment, car lorsque vous regardez dehors, l'univers est méconnaissable. La compression de la réalité, quand l'espace s'effondre. L'effet tunnel que nous avons vu à 99% s'est intensifié de manière dramatique. Chaque étoile, chaque galaxie et chaque nuage de poussière cosmique devant vous a été compressé dans un minuscule cercle juste devant vous, peut être de 4 degrés de large. C'est environ 8 fois la largeur de la pleine lune vue de la Terre. Des milliards et des milliards d'étoiles, tout l'hémisphère avant de l'univers observable, écrasé dans une zone plus petite que votre poing à bout de bras. Derrière vous, c'est la même chose. La Terre, le Soleil, tout le système solaire, toutes les étoiles que vous avez laissées derrière vous sont compressées dans un autre minuscule cercle.
Tout le reste est d'une obscurité pure. Lorsque vous tournez la tête à gauche ou à droite, vous ne voyez rien. Pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de rayonnement de fond cosmique, juste un vide noir qui s'étend dans toutes les directions, sauf directement devant et derrière vous. C'est la contraction des longueurs poussée à son paroxysme. L'espace dans votre direction de mouvement a été compressé de plus de 95%. Une année-lumière devant vous ne mesure qu'une infime fraction d'une année-lumière de votre perspective. Vous avez littéralement écrasé l'univers comme une crêpe. Mais ce n'est pas seulement la compression qui est dérangeante, c'est ce qui est arrivé à la lumière elle-même. L'enfer radiatif, quand l'univers attaque. Le fond diffus cosmologique. Le vestige du Big Bang, qui imprègne tout l'espace, est normalement à environ 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Il est froid, inoffensif. Vous pourriez vous y baigner éternellement et ne rien sentir. Plus maintenant. De votre perspective, le rayonnement devant vous a été si fortement décalé par effet Doppler et vers le bleu qu'il n'est plus un micro-onde. Ce n'est même plus de la lumière visible ni de l'ultraviolet. Ce sont des rayons X. Tout l'hémisphère avant vous bombarde de rayons X à haute énergie. Le doux murmure du Big Bang est devenu un rugissement de particules mortelles. La coque de votre vaisseau est sablée par un rayonnement qui tuerait un humain non protégé en quelques secondes. Derrière vous, c'est l'inverse qui se produit. Le rayonnement de fond cosmique a été si fortement décalé vers le rouge qu'il est tombé dans les longueurs d'onde radio. Un rayonnement inoffensif et ennuyeux qui vous traverse directement. Et les étoiles devant vous ont été décalées dans la gamme des rayons gamma, la forme la plus énergétique de rayonnement électromagnétique connue de la physique. Chaque photon transporte suffisamment d'énergie pour déchirer les molécules. Vous volez à travers un univers qui essaie de vous tuer avec sa propre lumière. Mais votre expérience subjective, elle est toujours parfaitement normale. Votre café a le même goût, votre respiration est facile, le temps de votre perspective s'écoule sans problème. Mais lorsque vous regardez les moniteurs affichant la télémétrie de la Terre, la réalité vous frappe en plein visage. Des jours se sont écoulés pour vous. Presque une année complète s'est écoulée sur Terre et vous accélérez toujours. Le mur exponentiel, une énergie au-delà de l'imagination. Parlons de ce qu'il a fallu pour arriver ici, pour passer de 0% à 90% de la vitesse de la lumière. Vous avez consommé, disons, la production d'énergie d'une grande centrale nucléaire fonctionnant pendant 1 million d'années. Énorme mais théoriquement réalisable. Pour passer de 9% à 99%, vous avez consommé 10 fois plus, 10 millions d'années centrales d'énergie, pour passer de 99% à votre état actuel. Pour cette infime augmentation de vitesse, vous avez consommé 100 fois plus, 1 milliard d'années centrales d'énergie. Et maintenant, vous voulez aller plus vite. Pour vous rapprocher encore plus de la vitesse de la lumière, vous aurez besoin de 10 fois plus d'énergie que vous n'en avez déjà dépensé, 10 milliards d'années centrales. Chaque augmentation coûte 10 fois plus que la somme de toutes les augmentations précédentes. C'est le mur exponentiel. C'est pourquoi la vitesse de la lumière n'est pas seulement difficile, elle est fondamentalement impossible pour tout ce qui a une masse. Mais disons que vous avez trouvé un moyen. Peut-être que vous puisez de l'énergie directement des trous noirs. Peut-être que vous avez appris à convertir la matière en énergie avec une efficacité de 100%. Peut-être que vous avez exploité le vide quantique lui-même, d'une manière ou d'une autre, impossiblement. Vous accélérez encore plus, se rapprochez encore plus, là où les chiffres perdent leur sens. Vous vous approchez encore plus de la vitesse de la lumière. Vous êtes maintenant à seulement 10 à 8 mètres par seconde de moins que la lumière. C'est à peu près la vitesse à laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Vous êtes à une vitesse orbitale terrestre de la vitesse de la lumière elle-même. Dilatation du temps, extrême. Lorsqu'une année s'écoule sur Terre, vous vivez environ 3 jours et demi, 100 fois plus lentement. 10 ans sur Terre, c'est 5 semaines pour vous. Un siècle, c'est un an. Si vous voyagiez à cette vitesse, ce qui vous semblerait être une seule année ferait vieillir la Terre de 100 ans. Tous ceux que vous connaissiez seraient partis, plusieurs générations se lèveraient et tomberaient pendant que vous vivriez 12 mois. Votre masse a augmenté de 100 fois. Votre vaisseau pèse 10 000 tonnes en masse relativiste. L'univers devant vous est compressé en un point de lumière de moins d'un demi-degré, à peu près la taille du Soleil vu de la Terre. Tout le reste a disparu.
Derrière vous, la Terre et l'univers se sont réduits à un point similaire. Vous êtes dans un tunnel sombre, avec deux minuscules trous aux deux extrémités, et vous le traversez à des vitesses qui se moquent de la distance. Mais, maintenant, autre chose se produit. Quelque chose dont personne ne vous avait prévenu. Vous avez du mal à accélérer, non pas parce que vos moteurs tombent en panne, non pas parce que vous manquez de carburant, mais parce que vous vous heurtez au tissu même de l'espace-temps. La limite de vitesse cosmique. Pourquoi la vitesse de la lumière est absolue? Pensez à ce qui est arrivé à votre masse. 100 tonnes au repos, environ 230 tonnes à 90%, environ 700 tonnes à 99%, 10 000 tonnes à votre vitesse actuelle. Voyez-vous le schéma? Chaque fois que vous vous rapprochez de la vitesse de la lumière, votre masse augmente de façon spectaculaire. Et ce n'est pas seulement votre masse au repos, c'est votre masse relativiste, la masse que vous devez pousser pour accélérer davantage. Maintenant, extrayez ce schéma. Rapprochez-vous encore plus. Votre masse serait d'environ 100 000 tonnes, encore plus proche. 1 million de tonnes. Continuez. 10 millions de tonnes. Et à exactement 100% de la vitesse de la lumière, une masse infinie, pas vraiment grande, pas incroyablement grande, mathématiquement infinie, indéfinie, une division par zéro. Les équations d'Einstein nous disent qu'à mesure que la vitesse approche de la vitesse de la lumière, la masse relativiste tend vers l'infini. Et pour accélérer une masse infinie, vous avez besoin d'une énergie infinie, pas l'énergie d'une étoile, pas l'énergie d'une galaxie, pas l'énergie de tout l'univers observable, mais une énergie infinie qui n'existe pas. C'est la raison pour laquelle la vitesse de la lumière est la limite de vitesse cosmique. Ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème de carburant, ce n'est pas un problème de matériaux, c'est une loi fondamentale de la physique. L'univers lui-même dit non. Vous pouvez vous approcher aussi près que vous le souhaitez, autant de décimales que vous le souhaitez, mais vous ne pouvez jamais atteindre 100%. Chaque pas supplémentaire nécessite 10 fois plus d'énergie que la somme de tous les pas précédents. La vitesse de la lumière est une asymptote, une limite mathématique que vous pouvez approcher à l'infini, mais que vous ne pouvez jamais atteindre. Le paradoxe de l'observateur. Qui se déplace vraiment lentement? Voici quelque chose pour vous faire mal au cerveau. Du point de vue de la Terre, vous vous déplacez incroyablement vite et le temps ralentit pour vous. Vous vieillissez à un 10 millième de la vitesse normale. Vous vivez le temps au ralenti, mais de votre perspective, le temps s'écoule normalement. Vous n'êtes pas du tout au ralenti. C'est la Terre qui est en avance rapide. Vous regardez la télémétrie de la Terre et tout le monde bouge comme une vidéo en accéléré, 100 fois plus vite que la normale. Ils naissent, ils vivent, ils meurent en ce qui vous semble être des heures. Alors, qui a raison? Qui se déplace vraiment lentement? Vous deux, ni l'un, ni l'autre. La question est dénuée de sens. C'est le cœur de la relativité. Il n'y a pas de point de référence absolu, pas d'horloge cosmique. Qui tourne au vrai temps? Chaque observateur vit le temps normalement dans son propre référentiel, et chaque observateur voit les autres référentiels comme étant dilatés dans le temps. Vous voyez le temps de la Terre comme étant accéléré. La Terre voit votre temps comme étant ralenti. Les deux perspectives sont également valides. Les deux sont vraies dans leur propre référentiel. Il n'y a pas de vue d'ensemble de l'univers, pas de réalité objective qui se situe en dehors de tous les référentiels. La réalité elle-même est relative. C'est pourquoi Einstein l'a appelée la théorie de la relativité. Non pas parce que tout est relatif dans un sens philosophique vague, mais parce que vos mesures de temps, de distance, de simultanéité dépendent fondamentalement de votre état de mouvement. L'approche asymptotique, l'échelle infinie. Imaginez que vous vous rapprochez de plus en plus, en ajoutant de plus en plus d'énergie. Que se passe-t-il ici? Mathématiquement, la dilatation du temps tend vers 100%. Le temps que vous vivez tend vers 0 par rapport à la Terre. Votre masse tend vers l'infini. L'univers devant vous se comprime en un point mathématique de dimension nulle. L'énergie nécessaire pour accélérer davantage tend vers l'infini. Chaque grandeur va soit vers 0, soit vers l'infini. Les équations se remplissent de termes indéfinis. Division par 0, infini moins infini, singularité mathématique. C'est l'asymptote, la limite inaccessible. Vous pouvez vous en approcher aussi près que vous le souhaitez, impossiblement, inconcevablement proche. Et vous n'êtes toujours pas à 100%, car il y a toujours un pas de plus à faire,
toujours une décimale de plus, toujours un écart, aussi microscopique soit-il, entre votre vitesse et la vitesse de la lumière. Et combler cet écart nécessite une énergie infinie. C'est pourquoi les particules dans les accélérateurs n'atteignent jamais la pleine vitesse de la lumière. Nous pouvons rapprocher les protons incroyablement près, mais ce dernier écart est impossible. La dernière fraction nécessite plus d'énergie qu'il n'en existe dans l'univers observable. La vitesse de la lumière n'est pas une vitesse que vous atteignez en allant assez vite. C'est une limite mathématique inscrite dans le tissu de la réalité. Une loi cosmique qui dit jusqu'ici et pas plus loin. Limite pratique, là où la physique réelle s'arrête. Ramenons cela à la réalité. La vitesse la plus élevée atteinte par les humains est celle de la sonde solaire Parker. Elle voyage à environ 220 000 km/h, soit moins d'un 10 millième de 1% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, la dilatation du temps est totalement négligeable, moins d'un millionième de 1%. Les particules les plus rapides produites en laboratoire sont les protons du grand collisionneur de Hadron. Ils s'approchent incroyablement près de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, les protons subissent une dilatation du temps significative. C'est pourquoi les particules instables durent plus longtemps dans les accélérateurs qu'au repos. Mais même à ces vitesses extrêmes, nous ne sommes nulle part près de la limite réelle. Pourrions-nous un jour construire un vaisseau atteignant même 10% de la vitesse de la lumière? Peut-être. Cela nécessiterait des fusées à antimatière, des propulseurs à fusion ou une technologie que nous n'avons pas encore inventée. Mais c'est théoriquement possible. Pourrions-nous atteindre 50%, beaucoup plus difficile? Les besoins en énergie sont énormes, mais pas physiquement interdits. Pourrions-nous atteindre 90%? Maintenant, nous parlons d'énergie qui dépasse tout ce que la civilisation humaine a jamais produit. Nous devrions récolter des étoiles, exploiter des trous noirs ou découvrir une physique entièrement nouvelle. Pourrions-nous nous approcher de la vitesse de la lumière? Vous auriez besoin de la production d'énergie de plusieurs galaxies. C'est pratiquement impossible avec toute technologie que nous pouvons actuellement imaginer. Pourrions-nous nous rapprocher encore plus? Vous devriez convertir des galaxies entières en pure énergie. Cela approche de l'impossible physiquement, même en théorie, et 100%, absolument fondamentalement mathématiquement impossible. Alors, où cela nous mène-t-il? Nous savons que la vitesse de la lumière est absolue. C'est la seule constante dans l'univers. Tout le reste est relatif, mais la vitesse de la lumière dans le vide est toujours de 300 000 km par seconde. Peu importe qui la mesure, rien de massif ne peut atteindre la vitesse de la lumière. L'énergie requise tend vers l'infini. Votre masse tend vers l'infini. Les mathématiques s'effondrent. C'est impossible. Le temps ralentit à mesure que vous vous approchez de la vitesse de la lumière. Ce n'est pas une théorie. Cela a été observé, mesuré, prouvé. L'univers a une limite de vitesse, et cette limite est imposée par la structure de l'espace-temps lui-même. Ce qui nous amène à la dernière question fascinante. Si les humains pouvaient d'une manière ou d'une autre voyager incroyablement près de la vitesse de la lumière, que se passerait-il? Que signifierait monter à bord d'un vaisseau, voyager pendant 10 ans de votre temps subjectif et revenir pour découvrir que la Terre a vieilli de 100 000 ans? L'humanité existerait-elle encore? Le soleil brillerait-il encore? La Terre elle-même survivrait-elle? C'est un voyage dans le temps, non pas vers le passé, mais vers l'avenir. Seulement à sens unique, irréversible. Et en théorie, c'est réellement possible. Êtes-vous prêt pour la réponse ultime? 4e partie, s'approcher de la vitesse de la lumière, le mur mathématique et l'impossibilité. La barrière mathématique. Pourquoi 100% est impossible? Nous avons fait un voyage immense, de 10% à une proximité incroyable de la vitesse de la lumière. Mais maintenant, nous devons faire face à la dure réalité. Tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent était techniquement possible. Difficile, oui, au-delà de notre technologie actuelle, absolument, mais pas interdit par la physique. Atteindre exactement 100% de la vitesse de la lumière est interdit. Pas vraiment difficile. Pas que nous n'ayons pas encore la technologie, mais interdit. Impossible. Une loi cosmique aussi absolue que la loi contre le voyage dans le temps vers le passé. Voici pourquoi. L'équation de la dilatation du temps d'Einstein a un problème à la vitesse de la lumière.
Lorsque votre vitesse est égale à la vitesse de la lumière, vous devez diviser par 0. Et vous ne pouvez pas diviser par 0. C'est indéfini. L'équation s'effondre. La même chose est vraie pour l'équation de la masse. À la vitesse de la lumière, votre masse relativiste devient infinie. Une masse infinie signifie une énergie infinie requise pour accélérer. Et il n'y a pas d'énergie infinie dans notre univers. Ce n'est pas une contrainte pratique. C'est l'univers qui dit que la question elle-même est fausse. Vous ne pouvez pas atteindre la vitesse de la lumière avec de la masse, car le concept viole la structure mathématique de l'espace-temps. Mais poussons cette expérience de pensée jusqu'à sa limite absolue. Explorons ce que l'équation nous dit qu'il se passe lorsque vous vous approchez de cette barrière, de manière impossible, absurde. Les derniers pas. Approchez l'impossible. Imaginez que vous avez obtenu d'une manière ou d'une autre la production d'énergie de plusieurs galaxies. Vous canalisez la puissance d'1 milliard d'étoiles dans vos moteurs. Vous convertissez des planètes entières en pure propulsion. Vous vous approchez incroyablement près de la vitesse de la lumière. La dilatation du temps devient extrême. Une année sur Terre équivaut à environ 6 minutes pour vous. Ce n'est pas une faute de frappe. Pendant que la Terre vieillit d'une année complète, 365 jours, 8760 heures, vous vieillissez de 6 minutes et 20 secondes. Vous pourriez prendre votre petit déjeuner et, le temps de finir votre café, une année se serait écoulée sur Terre. Tous ceux que vous connaissez sont plus âgés d'1 an. Les saisons ont changé, les anniversaires sont passés, des guerres ont être commencées et finies. Votre masse, 10 millions de tonnes, 100 000 fois votre masse d'origine. L'énergie nécessaire pour atteindre cette vitesse dépasse la production d'énergie totale de notre Soleil pendant toute sa durée de vie de 10 milliards d'années. Vous avez consommé plus d'énergie que le Soleil n'en produira de sa naissance à sa mort et vous voulez aller plus vite. Rapprochez-vous encore plus de la vitesse de la lumière. Dilatation du temps. Une année équivaut à environ 38 secondes. Pendant que la Terre vieillit de 12 mois, vous vivez moins de temps qu'il n'en faut pour lasser vos chaussures. Un siècle passe en 1 heure. 1000 ans en une demi-journée. Votre masse, 100 millions de tonnes. L'énergie requise. Vous devriez récolter plusieurs étoiles, non pas leur production d'énergie, mais leurs énergies de masse entière. Convertir des systèmes solaires entiers en énergie cinétique. C'est au-delà de la compréhension, au-delà de l'imagination. Nous parlons d'énergie qui éclipse tout ce que l'humanité a jamais produit par des billions de fois. Et nous n'avons toujours pas atteint la vitesse de la lumière. Grimpez l'échelle infinie. Continuons. Rapprochez-vous encore plus. Une année sur Terre équivaut à environ 4 secondes pour vous. Vous pourriez compter un Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, et une année complète se serait écoulée sur Terre. Votre cœur bat 4 fois. Une année est passée. Rapprochez-vous encore plus. Une année équivaut à moins d'une demi-seconde. Moins d'une demi-seconde. Un battement de cils, encore plus proche. Une année équivaut à plus rapide qu'un claquement de doigts, encore plus proche. Une année équivaut à plus rapide qu'un battement d'aile de colibri. Voyez-vous le schéma? Chaque pas supplémentaire vous rend 10 fois plus lent du point de vue de la Terre, ou rend la Terre 10 fois plus rapide de votre point de vue. Si vous vous approchez infiniment près, la dilatation du temps s'approche de 100% mais ne l'atteint jamais. Le temps de la Terre s'approche d'une vitesse infinie par rapport à vous. Votre temps s'approche de 0 par rapport à la Terre. Votre masse s'approche de l'infini. L'univers devant vous se comprime en un point mathématique sans extension spatiale. Tout va aux extrêmes, tout s'approche des limites. Mais rien n'atteint réellement ces limites, car il y a toujours un pas de plus à faire. Toujours une décimale de plus, toujours un écart, peu importe les ressources que vous dépensez, entre vous et la vitesse de la lumière. C'est l'asymptote intégré à l'univers lui-même, l'horizon inaccessible, le mur mathématique. Mais voici la question dérangeante. Si vous ne pouvez jamais atteindre la vitesse de la lumière, qu'en est-il des choses qui sont déjà à la vitesse de la lumière? Qu'en est-il de la lumière elle-même? Le voyage du photon, vivre à la vitesse de la lumière. Un photon naît dans le noyau du Soleil. La fusion nucléaire au centre du Soleil produit des rayons gamma à haute énergie. Ces rayons gamma rebondissent à l'intérieur du Soleil. Ils sont absorbés et réémis.
Ils se diffusent à travers le plasma dense pendant des dizaines de milliers d'années avant d'atteindre enfin la surface. Puis, enfin, un photon s'échappe. Il se libère de la surface du Soleil et file vers l'extérieur à la vitesse de la lumière. 8 minutes et 20 secondes plus tard, du point de vue de la Terre, le photon atteint notre planète. Il entre dans l'atmosphère terrestre, traverse l'air et frappe votre rétine. Vous voyez la lumière du Soleil. Pour vous, le voyage de ce photon du Soleil à la Terre a duré 8 minutes et 20 secondes. Pour le photon, 0 temps. Pas un temps très court, pas presque 0. Exactement 0. Du référentiel du photon, si on peut l'appeler ainsi, il a été créé et détruit au même instant. Le photon ne vit aucun temps entre son émission du Soleil et son absorption dans votre œil. Le voyage qui a duré 8 minutes du point de vue de la Terre prend 0 temps du point de vue du photon. Comment est-ce possible? Le temps à la vitesse de la lumière. La réponse de l'équation. Pensons à ce qui se passe lorsque nous essayons de mettre la vitesse de la lumière dans l'équation de la dilatation du temps. Pour un photon se déplaçant à la vitesse de la lumière, nous nous retrouvons à diviser par 0, mais regardez ce qui se passe lorsque nous nous approchons de la vitesse de la lumière par le bas. À mesure que la vitesse s'approche de la vitesse de la lumière, le facteur de dilatation du temps devient de plus en plus grand. À mesure qu'il tend vers l'infini, le temps écoulé tend vers 0. Une dilatation du temps infini signifie un temps écoulé nul. Du point de vue du photon, l'univers dans la direction du voyage a été contracté à 0. La distance est nulle, le temps est nul. La naissance et la mort du photon sont simultanées. Un photon créé dans la galaxie d'Andromède, à 2,5 millions d'années-lumière, ne vit aucun temps pendant son voyage de 2,5 millions d'années vers la Terre. De son point de vue, il parcourt une distance nulle en un temps nul. Chaque photon qui a jamais existé a vécu exactement 0 temps subjectif. La lumière des quasars lointains a des milliards d'années-lumière. Le rayonnement de fond cosmologique du bord de l'univers observable. Tout cela ne vit aucun temps. Les photons ne vieillissent pas. Ils n'ont pas de voyage de leur propre point de vue. Ils n'existent que simultanément à leur point d'émission et d'absorption. C'est ce que signifie se déplacer à la vitesse de la lumière. Le temps s'arrête, l'espace disparaît, l'univers devient un point unique. Mais voici la question cruciale. Cela signifie-t-il que le temps s'arrête à la vitesse de la lumière? 3 réponses à une question. Demandez à un physicien le temps s'arrête-t-il à la vitesse de la lumière? Et vous obtiendrez 3 réponses différentes selon à qui vous demandez. Réponse 1. Oui, le temps s'arrête. La réponse mathématique. Regardez l'équation. À la vitesse de la lumière, la dilatation du temps devient infinie, ce qui signifie que le temps écoulé est nul. Le temps s'arrête. Question répondue. C'est techniquement correct d'un point de vue mathématique. Les équations montrent clairement qu'à mesure que la vitesse approche de la vitesse de la lumière, le temps vécu s'approche de 0. Mais il y a un problème avec cette réponse. Elle suppose que vous pouvez être à la vitesse de la lumière, ce que, comme nous l'avons établi, est impossible pour tout ce qui a une masse. Réponse 2. La question est dénuée de sens. La réponse du physicien. La relativité restreinte nécessite un référentiel valide, et il n'y a pas de référentiel valide à la vitesse de la lumière. Les équations s'effondrent. Vous divisez par 0, ce qui produit des résultats absurdes, pas des résultats infinis. Demandez comment est le temps à la vitesse de la lumière. C'est comme demander qui a-t-il au nord du pôle Nord. La question semble logique, mais elle repose sur une prémisse erronée. Il n'y a pas de nord au pôle Nord, car le nord est défini par rapport au pôle Nord. De même, il n'y a pas de référentiel à la vitesse de la lumière, car les référentiels sont définis par rapport à la vitesse de la lumière. La question est mal formulée. Elle n'a pas de réponse, car ce n'est pas vraiment une question valide. Réponse 3. Le temps ne s'arrête pas. Il devient indéfini. La réponse plus profonde. À la vitesse de la lumière, le temps et l'espace sont transformés de manière à rendre nos concepts normaux absurdes. Le temps ne s'arrête pas comme une vidéo en pause. Au lieu de cela, tout le cadre spatio-temporel s'effondre. La contraction des longueurs dit que l'espace dans la direction du voyage se contracte à 0. La dilatation du temps dit que le temps s'étire à l'infini. Que obtenez-vous lorsque vous multipliez une distance spatiale nulle par un temps infini? Une expression mathématique indéfinie.
une singularité dans les équations. L'univers à la vitesse de la lumière n'est pas gelé, il est indéfini. Les lois de la physique, telles que nous les comprenons, cessent de s'appliquer. Alors, quelle réponse est la bonne? La vraie réponse. Pourquoi la question échoue? Voici la vérité qui réconcilie les trois réponses. Vous ne pouvez pas atteindre la vitesse de la lumière si vous avez une masse. Ce n'est pas une limitation technologique. C'est une loi de la physique aussi fondamentale que la conservation de l'énergie. Seules les choses ayant une masse au repos nul peuvent voyager à la vitesse de la lumière. Les photons, les gluons, les gravitons, s'ils existent, des particules sans masse qui doivent toujours voyager à la vitesse de la lumière et ne peuvent jamais voyager plus lentement. Tout le reste, les électrons, les protons, les atomes, les molécules, les vaisseaux spatiaux, les humains, a une masse, et tout ce qui a une masse ne peut pas atteindre la vitesse de la lumière. Donc, demander qu'arrive-t-il au temps lorsque j'atteins la vitesse de la lumière, c'est comme demander qu'arrive-t-il lorsque je divise par zéro, ou de quelle couleur est un cercle carré. La question contient une impossibilité en elle-même. Mais voici ce que nous pouvons dire. À mesure que vous vous approchez de la vitesse de la lumière, le temps ralentit pour vous par rapport à l'univers extérieur. Il ralentit de plus en plus, s'approchant de zéro mais ne l'atteignant jamais. Du point de vue de l'univers extérieur, votre temps s'approche de l'arrêt. Vous vieillissez de plus en plus lentement, mais vous n'atteignez jamais un taux de vieillissement nul. De votre perspective, le temps s'écoule normalement, mais l'univers extérieur s'accélère. La Terre vieillit de plus en plus vite, mais n'atteint jamais une vitesse infinie. Et pour les photons, qui n'existent qu'à la vitesse de la lumière, ils ne vivent pas le temps. Mais ils ne vivent rien, car ils n'ont pas de conscience, pas d'états internes, pas de moyens de mesurer leur propre existence. Un photon ne sait pas qu'il voyage, il ne ressent pas le temps passé ou ne pas passer. Il existe simplement, limite pratique, là où la physique réelle s'arrête. Ramenons cela à la réalité. La vitesse la plus élevée atteinte par l'homme est celle de la sonde solaire Parker. Elle voyage à environ 190 km par seconde, soit moins de 0,1% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, la dilatation du temps est totalement négligeable, moins d'un millionième de 1%. Les particules les plus rapides produites en laboratoire sont les protons du grand collisionneur de Hadron. Ils s'approchent incroyablement près de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, les protons subissent une dilatation du temps significative. C'est pourquoi les particules instables durent plus longtemps dans les accélérateurs qu'au repos. Mais même à ces vitesses extrêmes, nous ne sommes nulle part près de la limite réelle. Pourrions-nous un jour construire un vaisseau atteignant même 10% de la vitesse de la lumière? Peut-être. Cela nécessiterait des fusées à antimatière, des propulseurs à fusion ou une technologie que nous n'avons pas encore inventée, mais c'est théoriquement possible. Pourrions-nous atteindre 50%? Beaucoup plus difficile. Les besoins en énergie sont énormes, mais pas physiquement interdits. Pourrions-nous atteindre 90%? Maintenant, nous parlons d'énergie qui dépasse tout ce que la civilisation humaine a jamais produit. Nous devrions récolter des étoiles, exploiter des trous noirs ou découvrir une physique entièrement nouvelle. Pourrions-nous nous approcher de la vitesse de la lumière? Vous auriez besoin de la production d'énergie de plusieurs galaxies. C'est pratiquement impossible avec toute technologie que nous pouvons actuellement imaginer. Vous devriez convertir des galaxies entières en pure énergie. Cela approche de l'impossible physiquement, même en théorie. Et 100%, absolument, fondamentalement, mathématiquement, impossible. Le paradoxe de l'observateur, qui se déplace vraiment lentement. Voici quelque chose pour vous faire mal au cerveau. Du point de vue de la Terre, vous vous déplacez incroyablement vite et le temps ralentit pour vous. Vous vieillissez à un 10 millième de la vitesse normale. Vous vivez le temps au ralenti, mais de votre perspective, le temps s'écoule normalement. Vous n'êtes pas du tout au ralenti. C'est la Terre qui est en avance rapide. Vous regardez le flux de télémétrie de la Terre et tout le monde bouge comme une vidéo en accéléré, 10 000 fois plus vite que la normale. Ils naissent, ils vivent, ils meurent en ce qui vous semble être des heures. Alors, qui a raison? Qui se déplace réellement lentement? Vous deux. Aucun de vous deux. La question est dénuée de sens.
c'est le cœur de la relativité. Il n'y a pas de système de référence absolu, pas d'horloge cosmique qui tourne au vrai temps. Chaque observateur vit le temps normalement dans son propre système. Et chaque observateur voit les autres systèmes comme étant dilatés dans le temps. Vous voyez le temps de la Terre comme étant accéléré. La Terre voit votre temps comme étant ralenti. Les deux perspectives sont équivalentes. Les deux sont vraies dans leur propre système de référence. Il n'y a pas de vue de Dieu de l'univers, pas de réalité objective qui se situe en dehors de tous les systèmes de référence. La réalité elle-même est relative. C'est pourquoi Einstein l'a appelée la théorie de la relativité. Non pas parce que tout est relatif dans un sens philosophique vague, mais parce que vos mesures de distance, de temps, de simultanéité dépendent fondamentalement de votre état de mouvement. Pensez à deux astronautes. L'un reste sur Terre, l'autre voyage près de la vitesse de la lumière. L'astronaute voyageur vit 1 an, l'astronaute sur Terre vit 10 000 ans. Qui a réellement vieilli? Les deux. Chacun dans son propre système. Il n'y a pas de réponse absolue, pas de vérité cosmique qui dit « c'est la vraie quantité de vieillissement ». Le temps est personnel, le temps est local, le temps est relatif, la limite de vitesse cosmique, ce que nous savons vraiment. Voici ce que nous savons avec certitude. La vitesse de la lumière est absolue. C'est la seule constante dans l'univers. Tout le reste, temps, masse, énergie, est relatif. Mais la vitesse de la lumière dans le vide est toujours de 106 000 miles par seconde, peu importe qui la mesure. Rien de massif ne peut atteindre la vitesse de la lumière. L'énergie requise tend vers l'infini. Votre masse tend vers l'infini. Les mathématiques s'effondrent, c'est impossible. Le temps ralentit à mesure que vous vous approchez de la vitesse de la lumière. Ce n'est pas une théorie. Cela a été observé, mesuré, prouvé. Les satellites GPS, les accélérateurs de particules, les horloges atomiques dans les avions. Nous l'avons testé des milliers de fois. La dilatation du temps est réelle, et elle est dramatique près de la vitesse de la lumière. Plus vous vous approchez, plus le temps s'écoule lentement pour vous par rapport à tout le monde. L'effet est réel, mais le temps ne s'arrête jamais car vous ne pouvez jamais atteindre la vitesse de la lumière. Vous pouvez vous approcher aussi près que vous le souhaitez, mais il y a toujours un écart. Et cet écart signifie que le temps s'écoule toujours, aussi lentement soit-il. L'univers a une limite de vitesse, et cette limite est imposée par la structure de l'espace-temps lui-même. Nous avons gravi l'échelle de la vitesse, de 10% à une proximité incroyable de la vitesse de la lumière. Nous avons vu le temps ralentir, l'espace se contracter, la masse augmenter et la réalité devenir méconnaissable, et nous avons découvert la vérité fondamentale. La vitesse de la lumière n'est pas une vitesse que vous atteignez en allant assez vite. C'est une limite mathématique inscrite dans le tissu de la réalité, une loi cosmique qui dit « jusqu'ici et pas plus loin ». Dans la prochaine et dernière partie, nous explorerons la question la plus profonde. Que signifie tout cela pour notre existence, notre avenir, la nature du temps? Êtes-vous prêt à découvrir la vérité ultime? 5e partie, la perspective du photon et les conséquences philosophiques. Vivre comme la lumière. La réalité impossible du photon. Entrons dans l'impossible. Imaginez, juste pour un instant, que vous puissiez d'une manière ou d'une autre vous transformer en un photon. Vos atomes se dissocient, votre masse disparaît, et vous devenez pure lumière, filant à travers l'espace à la vitesse cosmique ultime. Qu'expérimenteriez-vous? Rien, pas très peu, pas des choses qui se déplacent incroyablement vite, mais rien. De la perspective du photon, si une telle chose peut être dite, il n'y a pas de voyage, pas de passage du temps, pas de distance parcourue. Un photon créé au cœur d'une étoile à 10 milliards d'années-lumière expérimente exactement la même chose qu'un photon créé à 1 millimètre de votre œil. Une existence instantanée, de la naissance à la mort. Pensez à ce que cela signifie. Ce photon ancien, de notre perspective, a voyagé à travers l'espace pendant 10 milliards d'années. Il a traversé des galaxies, il a traversé des nuages de poussière cosmique, il a été courbé autour des champs gravitationnels des trous noirs. Il a vu la naissance et la mort de systèmes solaires. Mais de la perspective du photon, il a été créé et détruit au même instant. Aucun temps ne s'est écoulé. L'univers dans la direction du voyage s'est contracté à une largeur nulle. La longueur du voyage de 10 milliards d'années-lumière était nulle. Naissance et mort simultanée.
C'est la réalité étrange de l'existence à la vitesse de la lumière. Vous ne vivez pas le voyage, car il n'y a pas de voyage. L'espace se contracte à zéro, le temps se dilate à zéro, et tout l'univers devient un point mathématique unique. Mais voici l'intuition cruciale. Les photons n'expérimentent rien. Ils n'ont pas de conscience, pas d'horloge interne, pas de mémoire, pas de conscience de leur propre existence. Un photon ne sait pas qu'il voyage. Il ne peut pas le savoir, car la connaissance nécessite du temps, et les photons n'expérimentent pas le temps. Donc, lorsque nous demandons « Comment est-ce d'être de la lumière ?», nous posons une question sans réponse, non pas à cause de notre manque de connaissance, mais parce que la prémisse est erronée. 3 perspectives, réconcilier l'impossible. Revoyons ces 3 réponses à notre question centrale. Le temps s'arrête-t-il à la vitesse de la lumière? Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi chacune est à la fois vraie et fausse. Perspective 1. Le temps s'arrête. La vue mathématique, les équations montrent clairement une dilatation du temps infini à la vitesse de la lumière. Du point de vue d'un observateur extérieur, une horloge se déplaçant à la vitesse de la lumière serait gelée. Le temps s'arrêterait. C'est mathématiquement correct. Si vous pouviez observer quelque chose se déplaçant exactement à la vitesse de la lumière, vous verriez son horloge arrêtée, ses processus gelés, son temps interne fixe. Mais il y a un hic. Rien de massif ne peut atteindre la vitesse de la lumière pour être cette chose. Et les choses sans masse, c'est-à-dire les photons, n'ont pas d'horloge qui peuvent s'arrêter. Ils n'expérimentent pas le temps du tout. Donc oui, le temps s'arrête, mais seulement dans un sens mathématique qui ne correspond à aucune réalité physique que nous pouvons observer ou expérimenter. Perspective 2. La question est dénuée de sens. La vue relativiste. La relativité restreinte nécessite des référentiels valides. Un référentiel est essentiellement un système de coordonnées avec des horloges synchronisées qui vous permet de mesurer les positions et les temps des événements. Mais vous ne pouvez pas construire un référentiel valide à la vitesse de la lumière. Les équations de transformation, qui vous disent comment convertir les mesures entre les référentiels, s'effondrent. Vous obtenez des divisions par zéro, des expressions indéfinies, des singularités mathématiques. Demandez comment est le temps pour quelque chose à la vitesse de la lumière. C'est comme demander de quelle couleur est la jalousie ou combien pèse la justice. La question mélange des catégories qui ne se rejoignent pas. Le temps est défini à l'intérieur des référentiels, et à la vitesse de la lumière, il n'y a pas de référentiel. Donc, la question n'est pas seulement difficile à répondre, elle n'est même pas correctement formulée. C'est une erreur de catégorie déguisée en question de physique. C'est probablement la réponse la plus honnête intellectuellement. Mais elle n'est pas satisfaisante, n'est-ce pas? On a l'impression que c'est une échappatoire. Perspective 3. Le temps devient indéfini. La vue plus profonde. À la vitesse de la lumière, la dilatation du temps et la contraction des longueurs atteignent leurs extrêmes. Le temps s'étire à l'infini. L'espace se contracte à zéro. Mais que signifie multiplier l'infini par zéro? Quel est le produit d'un temps infini et d'un espace nul? Les mathématiques disent indéfini, pas infini, pas zéro, indéfini. C'est différent de dire que nous ne savons pas. Indéfini signifie que l'opération elle-même est dénuée de sens. C'est comme demander qu'y a-t-il au nord du pôle Nord, ou que s'est-il passé avant le début du temps. La question contient une contradiction interne. À la vitesse de la lumière, les concepts d'espace et de temps ne se contentent pas d'atteindre des extrêmes. Ils s'effondrent complètement. L'univers ne devient pas gelé ou compressé. Il devient quelque chose que notre cadre mathématique ne peut pas décrire. C'est la réponse la plus profonde. À la vitesse de la lumière, nos concepts normaux échouent, non pas parce que nous sommes ignorants, mais parce que ces concepts sont construits sur des hypothèses qui ne sont pas valides à la vitesse de la lumière. Alors, quelle perspective est la bonne? Toutes. Aucune. Ce sont des manières différentes de décrire la même vérité fondamentale. La vitesse de la lumière est une limite où la physique telle que nous la connaissons cesse de s'appliquer. La frontière entre matière et énergie, voici ce qui se passe vraiment à la vitesse de la lumière. Il y a une division fondamentale dans l'univers, entre 2 types de choses. Les choses massives, électrons, protons, atomes, molécules, humains, planètes, étoiles, tout ce que vous pouvez toucher, voir ou sentir.
Ces choses expérimentent le temps. Elles ont des référentiels. Elles peuvent se déplacer à diverses vitesses, de l'état stationnaire à une approche arbitraire de la vitesse de la lumière, mais elles ne peuvent jamais l'atteindre. Les choses sans masse, photons, gluons, gravitons, pure énergie, ces choses doivent se déplacer à la vitesse de la lumière. Elles ne peuvent pas se déplacer plus lentement. Elles n'expérimentent pas le temps. Elles n'ont pas de référentiel. La frontière entre ces catégories est la vitesse de la lumière elle-même. Ce n'est pas une vitesse que vous atteignez en accélérant. C'est une distinction fondamentale dans les types d'entités qui peuvent exister. C'est comme la différence entre la matière et l'antimatière, ou les nombres positifs et négatifs. Vous ne pouvez pas passer progressivement de l'un à l'autre. Vous êtes l'un ou l'autre. Les particules porteuses de masse se déplacent plus lentement que la lumière et expérimentent le temps. Les particules sans masse se déplacent à la vitesse de la lumière et n'expérimentent pas le temps. Il n'y a pas de juste milieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas accélérer à la vitesse de la lumière. Il ne s'agit pas d'avoir assez d'énergie. Il s'agit de changer votre nature fondamentale, d'une chose massive à une chose sans masse. Et vous ne pouvez pas le faire en poussant plus fort. Pour atteindre la vitesse de la lumière, vous devriez abandonner complètement votre masse. Mais si vous le faisiez, vous ne seriez plus vous. Vous seriez de l'énergie, du rayonnement, un photon. Et les photons ne pensent pas, ne ressentent pas, n'expérimentent pas. Donc, la question « qu'arriverait-il au temps si j'atteignais la vitesse de la lumière ?» contient une impossibilité cachée. Je cesserai d'exister. Le vrai mystère. Pourquoi la vitesse de la lumière existe-t-elle? Prenez du recul un instant et pensez à quel point c'est étrange. Pourquoi l'univers a-t-il une limite de vitesse? Dans la physique de Newton, il n'y avait pas de vitesse maximale. Vous pouviez accélérer pour toujours, de plus en plus vite indéfiniment. Ajoutez assez d'énergie et vous pouviez atteindre n'importe quelle vitesse. Mais notre univers ne fonctionne pas comme ça. Il y a une limite supérieure stricte de 1106 000 miles par seconde. Rien ne va plus vite. Pourquoi? Pourquoi la lumière voyage-t-elle précisément à cette vitesse et pas à une autre? Pourquoi ce nombre est-il la limite de vitesse cosmique? La réponse honnête est que nous ne savons pas. Nous pouvons mesurer la vitesse de la lumière. Nous pouvons montrer qu'elle est constante. Nous pouvons prouver quelle est la vitesse maximale. Mais nous ne pouvons pas expliquer pourquoi elle a cette valeur ou pourquoi elle fonctionne comme une limite. C'est une constante fondamentale de la nature, comme la charge d'un électron ou la force de la gravité. Ce sont des nombres que nous mesurons, mais que nous ne pouvons pas dériver des premiers principes. Mais voici ce que nous savons. L'existence d'une vitesse maximale est liée à la structure de l'espace-temps lui-même. Dans la théorie d'Einstein, l'espace et le temps ne sont pas des choses séparées. Ils sont tissés ensemble dans un tissu quadridimensionnel appelé espace-temps. Les événements n'ont pas seulement un emplacement dans l'espace et un moment distinct dans le temps, ils ont un emplacement unique dans l'espace-temps. Et dans l'espace-temps, la vitesse de la lumière n'est pas vraiment une vitesse au sens normal. C'est plus comme un facteur de conversion entre l'espace et le temps. C'est le nombre qui vous dit combien de distance spatiale correspond à combien de durée temporelle. La vitesse de la lumière est la vitesse à laquelle les dimensions spatiales et la dimension temporelle se rejoignent. C'est le pivot de l'espace-temps lui-même. C'est pourquoi elle est absolue. C'est pourquoi elle est infranchissable. Ce n'est pas une limite de vitesse comme sur l'autoroute, où vous pourriez aller plus vite si vous aviez un meilleur moteur. Elle est intégrée à la géométrie de l'univers, et c'est pourquoi il y a la dilatation du temps et la contraction des longueurs. Ce ne sont pas des effets secondaires étranges. Ce sont les conséquences nécessaires du fait que l'espace-temps a cette structure. Vous ne pouvez pas dépasser la vitesse de la lumière pour la même raison que vous ne pouvez pas voyager vers un endroit au nord du pôle Nord. La géométrie de l'univers ne le permet pas. La fin du voyage, où nous en sommes. Nous avons commencé ce voyage avec une question simple. Qu'arrive-t-il au temps à la vitesse de la lumière? Nous avons voyagé de 10% de la vitesse de la lumière à une proximité incroyable. Nous avons vu le temps ralentir, de presque imperceptiblement à presque un arrêt. Nous avons vu l'univers se contracter, d'une sphère à un tunnel, à un point unique. Nous avons vu la masse augmenter, de normal à presque infini. Et nous avons découvert que la question elle-même est plus compliquée que nous ne le pensions.
Le temps ne s'arrête pas à la vitesse de la lumière. Au lieu de cela, le concept même de temps se transforme en quelque chose que notre langage normal ne peut pas décrire. Les équations s'effondrent. Le cadre échoue. Nous atteignons la limite de ce que la physique peut nous dire. Mais ce n'est pas grave. C'est ainsi que la science fonctionne. Nous poussons la compréhension aussi loin que possible. Et lorsque nous heurtons une limite, nous apprenons quelque chose de profond sur la structure de la réalité. La limite à la vitesse de la lumière nous apprend que le temps et l'espace ne sont pas fondamentaux. Ce sont des propriétés émergentes de quelque chose de plus profond, l'espace-temps lui-même. Et à la vitesse de la lumière, nous voyons les coutures, là où nos concepts normaux ne s'appliquent plus. Einstein nous a donné les outils pour comprendre cela. La relativité nous a montré que le temps est relatif, que la vitesse de la lumière est absolue et que l'univers est beaucoup plus étrange que nos intuitions ne le suggèrent. Et maintenant, vous comprenez aussi. La prochaine fois que quelqu'un vous demandera « Le temps s'arrête-t-il, il a la vitesse de la lumière ?» vous pourrez lui donner la vraie réponse. Le temps ne s'arrête pas, car rien de massif ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Mais s'il le pouvait, le temps ne s'arrêterait pas. Il se briserait. La question elle-même révèle les limites de notre compréhension. La vitesse de la lumière n'est pas une destination, c'est une frontière, un mur intégré dans le tissu de l'espace-temps. Et de ce côté-ci du mur, le temps s'écoule, lent ou rapide, étiré ou compressé, mais il s'écoule toujours, seconde après seconde. Que cette seconde dure 1 heure, 1 année ou un siècle sur Terre, c'est toujours une seconde pour vous, et c'est la leçon la plus importante de toutes. Votre temps est réel, votre expérience est valide. Peu importe à quelle vitesse vous vous déplacez, vous vivrez toujours le temps à 1 seconde par seconde. L'univers peut être relatif, mais votre existence est absolue. Ils peuvent se déplacer à diverses vitesses, de l'état stationnaire à une approche arbitraire de la vitesse de la lumière, mais elles ne peuvent jamais l'atteindre. Les choses sans masse, photons, gluons, gravitons, pure énergie, ces choses doivent se déplacer à la vitesse de la lumière. Elles ne peuvent pas se déplacer plus lentement. Elles n'expérimentent pas le temps. Elles n'ont pas de référentiel. La frontière entre ces catégories est la vitesse de la lumière elle-même. Ce n'est pas une vitesse que vous atteignez en accélérant. C'est une distinction fondamentale dans les types d'entités qui peuvent exister. C'est comme la différence entre la matière et l'antimatière, ou les nombres positifs et négatifs. Vous ne pouvez pas passer progressivement de l'un à l'autre. Vous êtes l'un ou l'autre. Les particules porteuses de masse se déplacent plus lentement que la lumière et expérimentent le temps. Les particules sans masse se déplacent à la vitesse de la lumière et n'expérimentent pas le temps. Il n'y a pas de juste milieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas accélérer à la vitesse de la lumière. Il ne s'agit pas d'avoir assez d'énergie. Il s'agit de changer votre nature fondamentale, d'une chose massive à une chose sans masse. Et vous ne pouvez pas le faire en poussant plus fort. Pour atteindre la vitesse de la lumière, vous devriez abandonner complètement votre masse. Mais si vous le faisiez, vous ne seriez plus vous. Vous seriez de l'énergie, du rayonnement, un photon. Et les photons ne pensent pas, ne ressentent pas, n'expérimentent pas. Donc, la question « qu'arriverait-il au temps si j'atteignais la vitesse de la lumière ?» contient une impossibilité cachée. Je cesserai d'exister. Le vrai mystère. Pourquoi la vitesse de la lumière existe-t-elle? Prenez du recul un instant et pensez à quel point c'est étrange. Pourquoi l'univers a-t-il une limite de vitesse? Dans la physique de Newton, il n'y avait pas de vitesse maximale. Vous pouviez accélérer pour toujours, de plus en plus vite indéfiniment. Ajoutez assez d'énergie et vous pouviez atteindre n'importe quelle vitesse. Mais notre univers ne fonctionne pas comme ça. Il y a une limite supérieure stricte de 1106 000 miles par seconde. Rien ne va plus vite. Pourquoi? Pourquoi la lumière voyage-t-elle précisément à cette vitesse et pas à une autre? Pourquoi ce nombre est-il la limite de vitesse cosmique? La réponse honnête est que nous ne savons pas. Nous pouvons mesurer la vitesse de la lumière. Nous pouvons montrer qu'elle est constante. Nous pouvons prouver quelle est la vitesse maximale. Mais nous ne pouvons pas expliquer pourquoi elle a cette valeur ou pourquoi elle fonctionne comme une limite. C'est une constante fondamentale de la nature, comme la charge d'un électron ou la force de la gravité. Ce sont des nombres que nous mesurons,
mais que nous ne pouvons pas dériver des premiers principes. Mais voici ce que nous savons. L'existence d'une vitesse maximale est liée à la structure de l'espace-temps lui-même. Dans la théorie d'Einstein, l'espace et le temps ne sont pas des choses séparées. Ils sont tissés ensemble dans un tissu quadridimensionnel appelé espace-temps. Les événements n'ont pas seulement un emplacement dans l'espace et un moment distinct dans le temps, ils ont un emplacement unique dans l'espace-temps. Et dans l'espace-temps, la vitesse de la lumière n'est pas vraiment une vitesse au sens normal. C'est plus comme un facteur de conversion entre l'espace et le temps. C'est le nombre qui vous dit combien de distance spatiale correspond à combien de durée temporelle. La vitesse de la lumière est la vitesse à laquelle les dimensions spatiales et la dimension temporelle se rejoignent. C'est le pivot de l'espace-temps lui-même. C'est pourquoi elle est absolue. C'est pourquoi elle est infranchissable. Ce n'est pas une limite de vitesse comme sur l'autoroute, où vous pourriez aller plus vite si vous aviez un meilleur moteur. Elle est intégrée à la géométrie de l'univers, et c'est pourquoi il y a la dilatation du temps et la contraction des longueurs. Ce ne sont pas des effets secondaires étranges. Ce sont les conséquences nécessaires du fait que l'espace-temps a cette structure. Vous ne pouvez pas dépasser la vitesse de la lumière pour la même raison que vous ne pouvez pas voyager vers un endroit au nord du pôle Nord. La géométrie de l'univers ne le permet pas. La fin du voyage, où nous en sommes. Nous avons commencé ce voyage avec une question simple. Qu'arrive-t-il au temps à la vitesse de la lumière? Nous avons voyagé de 10% de la vitesse de la lumière à une proximité incroyable. Nous avons vu le temps ralentir, de presque imperceptiblement à presque un arrêt. Nous avons vu l'univers se contracter, d'une sphère à un tunnel, à un point unique. Nous avons vu la masse augmenter, de normal à presque infini. Et nous avons découvert que la question elle-même est plus compliquée que nous ne le pensions. Le temps ne s'arrête pas à la vitesse de la lumière. Au lieu de cela, le concept même de temps se transforme en quelque chose que notre langage normal ne peut pas décrire. Les équations s'effondrent, le cadre échoue. Nous atteignons la limite de ce que la physique peut nous dire. Mais ce n'est pas grave. C'est ainsi que la science fonctionne. Nous poussons la compréhension aussi loin que possible. Et lorsque nous heurtons une limite, nous apprenons quelque chose de profond sur la structure de la réalité. La limite à la vitesse de la lumière nous apprend que le temps et l'espace ne sont pas fondamentaux. Ce sont des propriétés émergentes de quelque chose de plus profond, l'espace-temps lui-même. Et à la vitesse de la lumière, nous voyons les coutures, là où nos concepts normaux ne s'appliquent plus. Einstein nous a donné les outils pour comprendre cela. La relativité nous a montré que le temps est relatif, que la vitesse de la lumière est absolue et que l'univers est beaucoup plus étrange que nos intuitions ne le suggèrent. Et maintenant, vous comprenez aussi. La prochaine fois que quelqu'un vous demandera « Le temps s'arrête-t-il à la vitesse de la lumière ?» vous pourrez lui donner la vraie réponse. Le temps ne s'arrête pas, car rien de massif ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Mais s'il le pouvait, le temps ne s'arrêterait pas. Il se briserait. La question elle-même révèle les limites de notre compréhension. La vitesse de la lumière n'est pas une destination, c'est une frontière, un mur intégré dans le tissu de l'espace-temps. Et de ce côté-ci du mur, le temps s'écoule, lent ou rapide, étiré ou compressé, mais il s'écoule toujours, seconde après seconde. Que cette seconde dure 1 heure, 1 année ou un siècle sur Terre, c'est toujours une seconde pour vous, et c'est la leçon la plus importante de toutes. Votre temps est réel, votre expérience est valide. Peu importe à quelle vitesse vous vous déplacez, vous vivrez toujours le temps à 1 seconde par seconde. L'univers peut être relatif, mais votre existence est absolue. L'univers peut être relatif, mais votre existence est absolue. Et cette réalité absolue, cet instant unique que vous appelez maintenant, n'est pas seulement vécu ici avec vous. Cette seconde qui s'écoule pour vous progresse simultanément dans le silence des centaines de milliards d'étoiles de notre propre galaxie, la Voie lactée. Cette idée seule est vertigineuse, mais la véritable découverte, là où nous ressentons le vrai vertige, c'est ici, car nous comprenons que notre galaxie n'est qu'une seule île de lumière dans cet océan cosmique insondable. C'est ce qui ouvre la porte à la question qui change tout. Combien d'autres îles comme la nôtre y a-t-il dans cet océan? Nous avons saisi l'absolu de notre existence,
Mais sur une scène de quelle taille inconcevable cet absolu se joue-t-il? Dans notre prochaine vidéo, nous ferons le décompte le plus humble et le plus bouleversant de l'humanité. Des millions, des milliards, ou un chiffre qui défie les limites de notre esprit. Des billions? Combien de galaxies y a-t-il exactement dans l'univers observable? Si vous ne voulez pas manquer ce que ce nombre signifie et comment il changera à jamais votre regard sur le ciel nocturne, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer cette cloche de notification. D'ici là, dans votre instant absolu, au sein d'une de ces innombrables galaxies, portez-vous bien, bonne nuit.